du sang sur la nappe. C'est ce que ma sœur a provoqué. Maman a dit que c'était un accident. Papa m'a demandé de me taire pour ne pas gâcher son mariage. J'ai obéi. J'ai préparé le banquet, mais quand ma sœur a souri, triomphante, un homme a posé la main sur son épaule et sa vie de faux luxe s'est effondrée pour toujours. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le son de ma propre respiration me semblait assourdissant dans cette vieille salle à manger de Coyoacán. J'ai toujours détesté les dîners du dimanche chez mes parents, mais ce soir-là, la pression dans l'air était presque physique, comme une main invisible qui serrait ma gorge. L'odeur d'humidité, typique de ces vieilles maisons coloniales que mes parents refusaient de rénover par manque d'argent et par excès d'orgueil, était ce soir-là masquée par un parfum sucré et écœurant. Des bougies parfumées de marque importée, du genre qui coûte ce qu'une famille moyenne dépense en nourriture pour une semaine, brûlaient dans chaque coin. Je savais qui les avait achetées, ou plutôt, avec quelle carte elles avaient été achetées. Fabiola, ma sœur aînée, l'enfant doré de la famille. Elle était assise en face de moi, brillant sous la lumière faible du lustre auquel il manquait quelques cristaux. À 45 ans, Fabiola gardait encore cette beauté agressive qu'elle avait utilisée toute sa vie comme arme et comme bouclier. Elle portait une robe rouge sang, beaucoup trop moulante pour un dîner de famille, et un ensemble de bijoux qui tintaient chaque fois qu'elle bougeait les mains avec ce dramatique théâtral que mes parents adoraient tant. Et alors j'ai dit à l'organisateur de mariage, non, chérie, les roses blanches c'est pour les gens ordinaires. Moi je veux des orchidées. Des milliers d'orchidées qui tombent du plafond. Fabiola faisait de grands gestes avec une coupe de vin à la main, ses yeux brillants d'un mélange de cupidité et d'excitation. Esteban dit que je mérite ce qu'il y a de mieux, que ce mariage sera l'événement de l'année dans la haute société mexicaine. Mes parents, Rogelio et Lourdes, la regardaient avec une adoration qui frôlait le pathétique. Ma mère, les mains arthritiques entrelacées sur la table, hochait la tête avec un sourire béat, comme si elle écoutait le sermon d'un saint au lieu des délires de grandeur de sa fille au chômage. Bien sûr, ma chérie, dit ma mère en servant à Fabiola le meilleur morceau de viande, en ignorant complètement mon assiette vide. Tu as toujours eu un goût exquis. Tu es né pour la grandeur, pas comme d'autres personnes qui se contentent de peu. Les autres personnes, c'était moi, Mireia, la fille invisible, l'ennuyeuse comptable publique qui conduisait une berline de 2015 et portait des tailleurs de couleur neutre. Celle qui arrivait tôt pour aider à cuisiner et partait tard après avoir fait la vaisselle. Pendant que Fabiola arrivait quand la table était déjà mise et partait quand il n'y avait plus de vin. Mireia, sers-toi toi-même. Tu sais où est la cuisine, marmonna mon père sans me regarder, les yeux fixés sur la bague de fiançailles que Fabiola montrait à son annulaire. Un énorme diamant, cadeau d'Esteban, l'entrepreneur veuf et bon vivant qui était tombé dans les filets de ma sœur il y a 6 mois. Esteban n'était pas là ce soir-là. Il avait un voyage d'affaires, ce qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction parce que je n'avais pas à voir Fabiola le manipuler en direct. Une malédiction parce que sans témoins extérieurs, ma famille n'avait aucune raison de faire semblant d'être normale. Merci, papa, dis-je à voix basse en tendant le bras pour attraper le saladier. Oh bon, la famille, applaudit Fabiola, interrompant ma tentative de manger. Sa voix changea, prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait avant de demander quelque chose d'impossible. En parlant du mariage et des orchidées, il y a un petit détail technique. Une broutille, vraiment. Je sentis mon sang se glacer. Je connaissais ce ton. C'était le même ton qu'elle avait utilisé il y a 10 ans quand elle m'avait demandé de vendre ma première voiture pour payer une dette de vie ou de mort. Le même ton qu'elle avait utilisé quand elle avait eu besoin d'argent pour un avortement clandestin que nos parents catholiques ne devaient jamais découvrir. « Et qu'est-ce qu'il y a, princesse ?» demanda mon père avec cette voix douce qu'il n'utilisait jamais avec moi. Esteban m'a donné carte blanche, vous savez, c'est un ange, mais ses actifs sont un peu bloqués dans des investissements à l'étranger jusqu'au prochain trimestre. Et l'hôtel, le Four Seasons, a besoin d'un dépôt de garantie pour réserver la date. Vous savez, ils sont super exclusifs. Elle fit une pause, prit une gorgée de vin et planta ses yeux sombres dans les miens. Voilà l'attaque. J'ai besoin de 500 000 pesos pour vendredi. J'ai failli m'étrangler avec l'eau. J'ai reposé le verre sur la table avec un coup sec. 500 000, répétai-je, ma voix sortant plus forte que je ne le voulais. Pour un dépôt ? Fabiola,
c'est absurde. Ce n'est pas absurde si tu veux de la qualité, Mireia, lâcha-t-elle en perdant sa douceur une seconde. Tout le monde ne veut pas se marier dans une salle communale avec des tacos de panier. En plus, je ne te demande pas de me les donner. C'est un prêt. Dès que les comptes d'Esteban seront débloqués, je te les rends avec les intérêts. Ou mieux, je t'emmène en Europe avec nous. Je regardais mes parents. J'espérais que quelqu'un, n'importe lequel des deux, dise quelque chose de sensé, que 500 000 pesos c'est une fortune, que Fabiola n'avait ni travail ni revenu à elle, qu'elle me devait déjà de l'argent de l'année dernière. Mais ma mère se contenta de soupirer en regardant la nappe en dentelle blanche qui couvrait la table, un héritage de ma grand-mère qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Mireia, ma fille, tu as un bon travail. Tu es manager dans ce cabinet d'audit. Tu dois sûrement avoir des économies. En plus, tu vis seul, tu n'as pas de dépenses, tu n'as ni enfant ni mari sur qui dépenser. Les mots de ma mère m'ont fait plus mal qu'une gifle. Mais tu n'as ni enfant ni mari. Comme si ma vie de célibataire était un défaut qui m'obligeait à financer les caprices de ma sœur, comme si mon argent ne comptait pas parce que je ne le dépensais pas sur une famille à moi. Maman, je n'ai pas un demi-million de pesos en liquide à jeter dans des fleurs, dis-je en essayant de rester calme. Ma voix tremblait légèrement. Et Fabiola, tu me dois encore les 20 000 pesos de la réparation de ta voiture, et les 10 000 de ta carte de crédit que j'ai payée en janvier. Le silence qui suivit fut lourd. Fabiola plissa les yeux. Le masque de la sœur gentille commençait à se fissurer. Tu es incroyable, dit Fabiola, sa voix tombant en un murmure venimeux. Tu es tellement égoïste. Tu l'as toujours été, jalouse parce que moi j'ai trouvé l'amour, parce que moi je vais être heureuse. Tu veux que je perde la réservation? Tu veux qu'Esteban pense qu'on est des miséreux. Il ne s'agit pas d'Esteban, il s'agit de responsabilité, insistai-je, sentant l'ancienne colère s'accumuler dans ma poitrine. Si Esteban est si riche, qu'il paie le dépôt, ou qu'il attende. Je ne vais rien signer, ni te donner mes économies de retraite. Pas cette fois. Fabiola se leva brusquement. La chaise grinça sur le vieux plancher en bois. Papa! Cria-t-elle comme une petite fille de 5 ans qui accuse sa camarade de jeu. Dis-lui quelque chose. Elle est en train de me ruiner la vie. Mon père me regarda avec les sourcils froncés, cette expression de profonde déception que j'avais déjà vue 1000 fois. Mireia, s'il te plaît, ne sois pas difficile. C'est ta sœur. La famille se soutient. Signe comme garante ou donne-lui l'argent. Ne nous fais pas honte. Je regardais les 3 personnes qui étaient censées m'aimer sans condition et je ne vis que des parasites. Des parasites émotionnels et financiers qui avaient pompé ma vie pendant 40 ans. Non, dis-je. C'était un mot simple, calme, mais il résonna comme un coup de feu dans la salle à manger. Non. Et alors l'enfer s'est déchaîné. Le mot « non » resta suspendu dans l'air, vibrant parmi les bougies parfumées et l'odeur de ragoût rance. Je ne leur avais jamais dit non de façon aussi définitive. Avant, il y avait toujours eu un « laisse-moi voir », peut-être le mois prochain, une négociation qui se terminait avec moi qui cédait, épuisé ou coupable, mais cette fois, quelque chose en moi s'était verrouillé. Fabiola me regarda comme si je lui avais craché au visage. Son visage, d'habitude maquillé à la perfection pour cacher les rides d'amertume autour de sa bouche, se déforma en masque de rage pure. Ce n'était pas la colère d'un adulte déçu, c'était la crise destructrice d'une enfant gâtée à qui on refuse un jouet. « Qu'est-ce que tu as dit » murmura-t-elle, la voix tremblante de colère contenue. « J'ai dit non » répétai-je en soutenant son regard, même si, à l'intérieur, mes tripes se tordaient de peur. La peur conditionnée de toutes ces années de soumission. « Je ne vais pas financer ta fantaisie, Fabiola. Cherche-toi une autre banque. La banque Mireia est fermée. » Envieuse, hurla-t-elle, et le son fut si aigu que ma mère se couvrit les oreilles. « Tu es une vieille fille amère. Tu ne supportes pas de me voir briller. Tu veux que je reste seule et misérable comme toi. » Fabiola, calme-toi, essaya d'intervenir mon père, mais avec la faiblesse de quelqu'un qui sait qu'il a perdu le contrôle du monstre qu'il a créé. Fabiola n'écoutait plus. Ses mains se fermèrent en poing sur la table, faisant teinter la vaisselle. Ses yeux parcoururent la table frénétiquement, cherchant quelque chose, n'importe quoi, sur quoi décharger sa frustration, et ils le trouvèrent. La coupe de vin, en cristal de bohême, lourde, remplie jusqu'au bord d'un cabernet sauvignon rouge foncé,
presque noire. Tout se passa au ralenti, comme dans un cauchemar. Je vis ses doigts à la manucure française se refermer sur le pied de la coupe. Je vis le mouvement de son bras, un arc rapide et violent. Je vis le liquide sombre partir avant le verre, comme une vague de sang annoncée. Je n'eus pas le temps de me protéger. L'impact fut brutal. Le verre ne m'a pas seulement frappé, il a explosé contre mon pommette gauche. Un bruit sourd, suivi d'un craquement sec, résonna dans mon crâne. Au début, je ne sentis pas la douleur, seulement un choc lourd et la sensation froide du liquide qui trempait mon visage, ma blouse, mon cou. Je restais paralysé, clignant des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis la chaleur arriva, une chaleur écrasante, brûlante, qui naissait juste sous mon œil et s'étendait rapidement sur toute ma joue. Je portais la main à mon visage. Quand je la retirais, mes doigts n'étaient pas tachés de vin. Ils étaient d'un rouge vif, épais et chaud. Du sang, beaucoup de sang. Oh mon Dieu! Le cri de ma mère brisa le silence stupéfait. Pendant une seconde, une stupide seconde naïve, j'ai cru qu'elle était inquiète pour moi. J'ai cru que son instinct maternel s'était enfin réveillé en voyant sa fille cadette saigner abondamment. Je me suis tourné vers elle, cherchant de l'aide, du réconfort. Mais les yeux de ma mère n'étaient pas sur mon visage. Ils étaient fixés sur la table. La nappe? Gémit maman, avec une angoisse sincère qui me glaça l'âme plus que le cou. Fabiola, regarde ce que tu as fait. La nappe de grand-mère. Le vin rouge, ça ne part pas, ça va rester taché pour toujours. Je restais figé. Le sang coulait de mon menton, tombant ploc, ploc, ploc sur la dentelle blanche, se mélangeant au vin, créant une carte grotesque de ma douleur. Et ma mère pleurait pour un morceau de tissu. Mireia, pour l'amour de Dieu, rugit mon père en se levant. Arrête de saigner sur la table. Pousse-toi. Il me poussa. Mon propre père me poussa légèrement, non pas pour m'aider à tenir debout, mais pour m'éloigner de la table et sauver la nappe. Fabiola était debout, haletante, avec le pied brisé de la coupe toujours dans la main. Pendant un moment, elle sembla effrayée en voyant la quantité de sang, mais en voyant la réaction de mes parents, sa peur se transforma instantanément en cette arrogance défensive que je connaissais si bien. « Regarde ce que tu m'as forcé à faire », dit-elle en me montrant du doigt comme si c'était moi l'agresseur. « Si tu n'étais pas aussi têtu, aussi égoïste, ça ne serait pas arrivé. C'est toi qui provoques ça, Mireia. Tu te fais toujours la victime. » La douleur physique commença vraiment à se réveiller, un pic aigu qui pulsait au rythme de mon cœur affolé. Mais la douleur émotionnelle était un vide noir qui avalait tout le reste. Personne ne s'approcha de moi. Personne ne m'offrit une serviette. Personne ne demanda si le verre avait touché mon œil. Ils étaient trop occupés. Maman essayait d'absorber le vin de la nappe avec du sel. Papa ramassait les morceaux de verre par terre, regrettant qu'une coupe du service soit cassée. Et Fabiola se resservait du vin dans une autre coupe pour calmer ses nerfs. « Va à la salle de bain et nettoie-toi », ordonna mon père sans me regarder. « Et arrête de pleurer, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'une égratignure. Ne gâche pas davantage la soirée. » Je ne pleurais pas. Je ne m'en étais même pas rendu compte, mais mes yeux étaient secs. Le choc avait séché mes larmes avant qu'elles ne puissent naître. Je me tournai lentement, sentant le sang chaud glisser le long de mon cou et entrer sous le col de ma chemise. Je marchais seul vers le couloir. Chaque pas m'éloignait un peu plus de cette famille. Chaque goutte de sang qui tombait sur le sol en bois traçait une ligne, une frontière qu'il venait de franchir sans savoir qu'il n'y aurait pas de retour. J'arrivai à la salle de bain des invités, fermai la porte et tournai le verrou. Le clic métallique sonna comme le marteau d'un juge qui prononce une sentence. Je me regardai dans le miroir. La moitié de mon visage était un masque rouge. Il y avait une coupure profonde d'environ 3 cm juste au-dessus de la pommette, ouverte comme une bouche qui crie en silence. Un fragment de verre brillait, planté dans la chair. Je levai la main tremblante vers mon reflet. Ce n'était pas juste une blessure, c'était une déclaration de guerre. La salle de bain des invités sentait le désodorisant bon marché et les vieilles canalisations. Sous la lumière crue et vacillante de l'ampoule nue, mon reflet ressemblait à celui d'une étrangère. Une femme de 42 ans, professionnellement réussie, respectée par ses collègues, réduite à une petite fille apeurée et en sang dans la maison de son enfance. J'ouvris le robinet. L'eau sortit froide et trouble au début. Je me lavai le visage avec précaution, en gémissant entre mes dents quand l'eau toucha la chair vive.
Le sang tournoyait dans le lavabo blanc, un vortex rouge qui semblait m'hypnotiser. Avec une pince à épiler trouvée dans la vieille armoire à pharmacie rouillée, je m'approchai du miroir. Mes mains, normalement fermes et précises pour gérer des audits de millions de dollars, tremblaient sans contrôle. Je respirais. À fond. Contrôle-toi, Mireia. Tu es auditrice. Analyse le dommage. Trouve la solution. Je pinçai le petit morceau de verre qui brillait dans la plaie. Je serrai les dents étirées. Une douleur aiguë, blanche et aveuglante traversa mon visage. Je laissai échapper un gémissement étouffé, mais le verre sortit. Je le laissai tomber dans le lavabo, où il tinta légèrement. Ça saigna encore plus pendant un moment avant que je ne presse un gros paquet de papier toilette sur la coupure. Pendant que j'appuyais sur la plaie, la douleur physique commença à s'effacer, remplacée par une clarté mentale froide et terrifiante. Les souvenirs commencèrent à défiler dans mon esprit, pas comme des moments nostalgiques, mais comme des preuves dans un dossier criminel. Preuve A. J'avais 10 ans. J'avais gagné le premier prix de l'Olympiade de mathématiques de l'État. Je suis rentré à la maison avec le diplôme à la main, la poitrine gonflée de fierté. J'ai trouvé mes parents au salon, en train de consoler Fabiola, 13 ans. Elle avait raté un examen de ballet. Elle pleurait et mangeait de la glace. Quand j'ai montré mon diplôme, mon père m'a fait taire. Chut, Mireia, tu ne vois pas que ta sœur est triste? Ne sois pas prétentieuse. Range ce papier, on le verra plus tard. Ils ne l'ont jamais regardé. Le diplôme a fini à la poubelle 2 jours plus tard. Preuve B. J'avais 28 ans. J'avais acheté ma première voiture neuve, une petite berline rouge avec mes propres économies. Une semaine plus tard, Fabiola a eu un accident avec la sienne. Elle était ivre. Même si mes parents ont dit que c'était une panne mécanique. Elle devait aller à un entretien de travail très important. Ils m'ont forcé à lui prêter ma voiture. Toi, tu peux y aller en métro, Mireia, c'est plus sûr. Ta sœur doit faire bonne impression. Fabiola m'a rendu la voiture 3 mois plus tard, avec un coup dans la portière et une odeur de cigarette. Elle n'a jamais obtenu le travail. Preuve C. Il y a 5 ans. Papa a fait une crise cardiaque. L'opération coûtait une fortune. L'assurance ne couvrait pas tout. Fabiola est arrivée à l'hôpital avec un bouquet de ballons et a pris des selfies à côté du lit de papa avec le hashtag la meilleure fille #ForcesPapa. Moi, je suis allé au bureau de facturation et j'ai signé un chèque de 400 000 pesos, vidant mon compte d'épargne pour ma future maison. Quand papa s'est réveillé, il a remercié Fabiola pour les ballons. À moi, il m'a seulement demandé de lui apporter de l'eau. Je me regardais encore une fois dans le miroir. Le papier toilette était trempé de rouge. Tu n'es pas leur fille, murmurai-je à mon reflet. Ma voix sonnait rauque, étrangère. Tu es leur police d'assurance. Tu es leur banque. Tu es leur sac de boxe. Quelqu'un frappa à la porte de la salle de bain. Mireia, tu as presque fini? C'était la voix de mon père. Elle ne sonnait pas inquiète, elle sonnait impatiente. Sors maintenant. Ta mère est très bouleversée à cause de la nappe. On a besoin que tu t'excuses auprès de ta sœur pour calmer les choses. M'excuser. Le mot rebondit dans mon crâne. Elle m'avait ouvert le visage, elle m'avait marqué à vie, et c'était à moi de m'excuser. À cet instant, quelque chose est mort en moi. L'espoir, cet espoir stupide, enfantin et tenace que si je faisais assez, si je donnais assez, si je supportais assez, un jour il me verrait, un jour il m'aimerait. Cet espoir est mort et est parti dans le siphon avec mon sang. À sa place, quelque chose de nouveau est né, quelque chose de froid, de calculateur et de sans pitié. Je me suis essuyé le visage avec une petite serviette, en m'assurant de bien l'attacher de sang. Un petit acte de rébellion. J'ai ouvert la porte. Mon père était là, les bras croisés. En voyant mon visage gonflé et la coupure encore ouverte, il cligna des yeux, mal à l'aise, puis reprit sa posture autoritaire. Mon Dieu, ça a l'air horrible. Mais un peu de maquillage ou un truc. Écoute, Fabiola pleure au salon. Elle dit que tu l'as provoquée. Tu dois. Je vais le faire, le couper-je. Ma voix était douce. Tranquille, trop tranquille. Papa fut surpris par ma soumission immédiate. Tu vas le faire? Oui. Tu as raison, papa.
Je n'aurais pas dû la contrarier. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Exactement, ma fille. Exactement. Il soupira, soulagé, en me tapotant l'épaule, en évitant de toucher mon visage. Je savais que tu allais redevenir raisonnable. Je marchai vers le salon. Fabiola était sur le canapé avec une nouvelle coupe de vin à la main, pendant que maman lui massait les pieds. En me voyant, elle leva le menton, sûr d'elle, attendant ma soumission habituelle. Fabiola, dis-je en m'arrêtant au centre du tapis persan. Je regrette ce qui s'est passé. Je n'aurais pas dû te refuser mon soutien dans un moment aussi important que ton mariage. Fabiola sourit. Un sourire triomphant qui montrait toutes ses dents. Je sais, mais je te pardonne, petite sœur. Je sais que parfois tu ne peux pas contrôler ta jalousie. Je serrai les poings le long de mon corps, mes ongles plantés dans mes paumes jusqu'à presque me faire saigner, mais je gardai une expression neutre. Pour me rattraper, continuai-je, je veux organiser une fête, un dîner de fiançailles officiel. Demain soir, dans le restaurant du jardin de la maison. Je paierai tout. Invite Esteban, sa famille, tes amis de la haute société. Je veux faire une annonce spéciale et te donner le cadeau que tu mérites. Les yeux de Fabiola brillèrent comme des pièces d'or. Vraiment? Dans le jardin, avec du catering de qualité, le meilleur, de la langouste, du champagne, tout ce que je veux. Je veux que tout le monde voie à quel point je t'apprécie. Mes parents sourirent, ravis que la paix soit revenue, que le distributeur automatique Mireia soit de nouveau en service. Voilà ma fille, dit maman. Demain alors, dit Fabiola en revenant à sa coupe. Ne me déçois pas, Mireia. Je ne te décevrai pas, promis-je. Et pour la première fois de ma vie, je le disais avec un double sens qu'ils étaient trop stupides pour comprendre. Demain, tu recevras exactement ce que tu as mérité. Je sortis de la maison sans dire au revoir. En marchant vers ma voiture dans l'obscurité de la rue pavée, je touchai ma joue. La blessure battait au même rythme que mon nouveau but. Demain ne serait pas une fête. Ce serait une exécution. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je suis rentré dans mon appartement, un espace moderne et minimaliste que je payais avec mon salaire, et je me suis assise devant mon ordinateur portable. L'adrénaline avait remplacé le sommeil. Je me suis servi une tasse de café noir et j'ai allumé la lampe de bureau. Je n'étais plus Mireia, la fille soumise. J'étais Mireia, la manager d'audit judiciaire d'un des plus grands cabinets de la ville de Mexico. Mon travail, c'était de trouver ce que les gens cachaient, fraude d'entreprise, détournement, blanchiment d'argent. J'étais experte pour suivre la piste de l'argent sale, et ce soir-là, ma cible était ma propre sœur. Je devais comprendre sa désespération. Pourquoi 500 000 pesos avec autant d'urgence? Fabiola avait toujours été dépensière, mais là, ça sentait la panique, pas le caprice. J'ai commencé par les bases. J'avais accès à certaines données familiales car, il y a des années, en voulant aider mes parents pour leurs impôts, ils m'avaient donné des pouvoirs notariés limités qu'ils n'avaient jamais annulés. Fabiola, par paresse, utilisait toujours le même mot de passe pour tout, sa date de naissance et les initiales de son premier petit ami. Je suis entré dans sa boîte mail. Elle était remplie de spam de boutiques de luxe et de notifications de réseaux sociaux, mais dans le dossier, supprimé, j'ai trouvé les premiers fils qui pendaient. Des mailles de sites de paris en ligne, Casino Royal Virtual, Apuesta Deportiva MX. J'ouvris les relevés joints. Mon estomac se retourna. Fabiola ne jouait pas juste pour s'amuser, c'était une joueuse compulsive. Dans les 6 derniers mois, elle avait perdu près de 300 000 pesos. Mais le pire n'était pas ça. Le pire, c'était les sources de financement. Je vis des virements depuis des cartes de crédit, des cartes que je ne reconnaissais pas. Je fis une recherche rapide au bureau de crédit, sur mon propre historique. Mes mains se figèrent sur le clavier. Ma note, toujours impeccable, au-dessus de 800 points, avait chuté brutalement. Il y avait 3 cartes de crédit ouvertes à mon nom ces 8 derniers mois. Des cartes Platinum avec des limites élevées. Tout était au maximum. Dette totale, 320 000 pesos. Fille de pute, murmurai-je dans le silence de mon bureau. Elle avait volé mon identité. Elle avait sûrement pris des photos de ma pièce d'identité et de mon justificatif de domicile lors d'une de ces visites familiales où je laissais mon sac sans surveillance. Je sentis un mélange de nausée et de colère froide. C'était un crime fédéral. Je pouvais l'envoyer en prison avec sa seule,
mais je savais que mes parents la défendraient. Ils diraient que c'était une erreur, qu'elle pensait que ça ne me dérangerait pas, qu'entre sœurs on se prête des choses. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de quelque chose de si énorme, si dévastateur, que même l'aveuglement volontaire de mes parents ne pourrait l'ignorer. Je revins aux mailles de Fabiola. Je cherchais des mots-clés, dette, urgent, paiement. Je trouvais un mail venant d'une adresse étrange, solution-rapida-financiera@gmail.com. L'objet disait, dernier avis avant exécution. Je l'ouvris. Le contenu me coupa le souffle. Chère Madame Fabiola. Nous vous informons que le délai pour le paiement des intérêts de retard du prêt garanti avec hypothèque sur le bien situé Cal Francisco Sosa numéro 128, Coyoacán, est arrivé à expiration. Le montant total du s'élève à 2 100 000 pesos. Si le paiement total n'est pas effectué avant lundi 15 octobre, nous procéderons à l'ordre d'expulsion et à la prise de possession du bien, comme stipulé dans le contrat notarié. Cal Francisco Sosa numéro 128. La maison de mes parents, la maison où nous avons grandi. La maison qui était le seul vrai patrimoine de la famille, évalué à environ 15 millions de pesos. Comment était-ce possible? La maison était au nom de Rogelio et Lourdes. Fabiola ne pouvait pas l'hypothéquer, à moins que... Je cherchais le contrat joint. Mes yeux d'auditrice parcoururent le PDF rapidement. Les signatures de mes parents étaient à la fin du document, autorisant Fabiola à utiliser la propriété comme garantie pour un prêt d'investissement d'entreprise. Je zoomais sur l'image. Les signatures étaient bonnes. Très bonnes. N'importe qui les aurait trouvées valides, mais j'avais vu mon père signer des milliers de fois. Il faisait toujours une petite boucle à la fin du « G » de son nom de famille. Dans ce document, la boucle était trop serrée, et la signature de maman tremblait au mauvais endroit. C'étaient des fausses signatures parfaites, sûrement recopiées, mais fausses quand même. Je me laissais tomber contre le dossier de la chaise, écrasé par le poids de la vérité. Fabiola avait falsifié les signatures de nos parents pour demander un prêt de plusieurs millions à un prêteur abusif, probablement lié au blanchiment d'argent. Vu le ton du mail, elle avait déjà dépensé l'argent en paris et en luxe pour impressionner Esteban, et maintenant la maison était sur le point d'être saisie. Mes parents allaient perdre leur foyer lundi et n'en savaient rien. Ils dormaient tranquillement dans leur lit, rêvant au mariage de leur fille préférée, sans savoir qu'elle avait déjà vendu le toit au-dessus de leur tête. Je regardais l'horloge. Il était 4 heures du matin. La fête était à 20 heures. J'avais 16 heures. 16 heures pour sauver la maison ou pour les laisser couler. Une partie de moi, la partie blessée et ensanglantée, voulait laisser faire. Je voulais voir le visage de Fabiola au moment de l'expulsion. Je voulais voir mes parents dans la rue, réalisant leur erreur. Mais je suis auditrice. Je ne laisse pas de fins ouvertes, et je suis pratique. Si mes parents perdaient la maison, ils finiraient par venir vivre chez moi, ruinant mon refuge. Non, ça n'allait pas arriver. Je pris une décision. J'allais sauver la maison, oui, mais ce ne serait pas gratuit. Ça allait coûter à Fabiola sa liberté, à Esteban ses fiançailles, et à mes parents, ça coûterait leur fierté et leur autorité. J'ouvris mon compte d'investissement. J'avais des économies, 20 ans de travail dur, des primes, des placements intelligents en bourse. J'avais ce qu'il fallait. Vider tout ça allait me faire mal. C'était ma retraite, ma sécurité. Mais si je jouais bien mes cartes, ce ne serait pas une dépense, ce serait une acquisition. Je pris le téléphone. Je savais qui appeler. À cette heure-ci, un seul homme serait éveillé et prêt à répondre. Avec la lumière de l'aube qui commençait à passer par les stores, la réalité des documents sur mon écran devenait encore plus grotesque. J'imprimais le contrat d'hypothèque. Le papier semblait lourd dans mes mains, comme s'il était fait de plomb et non de cellulose. Je réexaminais les signatures à la lumière du jour. Maintenant que la colère initiale avait laissé place à une analyse froide, je voyais les détails avec une précision quasi microscopique. Fabiola avait été astucieuse, mais négligente. Elle avait utilisé un stylo à encre gel noir, le même que mon père utilisait toujours. Elle s'était entraînée. J'ai trouvé, mélangé parmi des documents scannés dans son cloud, une feuille remplie d'essais ratés de la signature de ma mère, des cercles, des traits, des ratures. Cette feuille était la preuve définitive de la préméditation. Ce n'était pas un acte de désespoir impulsif, c'était un plan. Elle s'était assise, avait pratiqué comment voler l'avenir de nos parents, puis elle avait exécuté le plan,
probablement en buvant une de ces bouteilles de vin que papa gardait pour les grandes occasions. Je m'imaginais la scène. Mes parents confiants, peut-être laissant des documents sur le bureau. Fabiola, la bonne fille, qui se propose pour ranger les papiers. Ou pire, peut-être leur avait-elle fait signer quelque chose parmi un tas de documents sans importance et eux, aveugles d'amour, avaient signé sans lire. Non, le mail du prêteur parlait de signatures numérisées et comparées. Elle avait sûrement utilisé leurs pièces d'identité et recopié leurs signatures. L'horreur ne venait pas seulement du vol, mais de la trahison émotionnelle. Mes parents adoraient cette maison. C'était leur identité. Chaque brique, chaque vieux meuble représentait leur statut de famille respectable de Coyoacán. La perdre ne serait pas seulement une ruine financière, ce serait une mort sociale. Et Fabiola le savait. Elle savait que ça les détruirait, et malgré ça, elle l'avait fait pour jouer à la roulette en ligne et acheter des sacs de marque. Je relus la clause 14 du contrat. En cas de non-paiement, le créancier a le droit à la possession immédiate du bien sans besoin de procès préalable, étant donné qu'il s'agit d'un fidéicommis de garantie. C'était un contrat léonin, prédateur, de ceux qui sont à la limite de la légalité, fait pour te prendre tout au premier faux pas. Le délai finissait lundi. Nous étions samedi. Je pris une douche froide, en évitant de mouiller les points de suture improvisés que je m'étais fait moi-même avec des bandelettes adhésives médicales. J'avais une trousse de premier secours professionnel, habitude de quelqu'un qui vit seul et s'attend au pire. En sortant, j'enfilai mon armure, un tailleur noir bien coupé, des talons aiguilles et les cheveux tirés en chignon. Je ne mis pas de maquillage sur ma pommette. La blessure était rouge, enflammée, laide, parfaite. À 7 heures du matin, j'étais dans ma voiture, en route vers le cabinet de Broglio. En conduisant dans les rues presque vides de la ville de Mexico, je passais près de la maison de mes parents. Je la vis de loin, avec ses murs en pierre volcanique et ses bougainvilliers grimpant sur la façade. Elle avait l'air tranquille, solide, un mensonge de pierre. Je pensais appeler la police. Je pouvais aller au commissariat, déposer plainte avec les preuves que j'avais. Mais je savais ce qui se passerait. La bureaucratie mexicaine est lente. Quand un juge donnerait une mesure de protection, le prêteur aurait déjà mené l'expulsion. Mes parents seraient dans la rue avec leurs meubles bien avant que Fabiola ne voie l'intérieur d'une cellule. Ensuite viendraient les pleurs de maman, me suppliant de retirer la plainte. Le pauvre de ta sœur. Non, la loi était trop lente et mes parents trop faibles. Aujourd'hui, c'était moi qui devais être la loi. J'arrivai à l'immeuble de bureau à Polanco. Le gardien me salua avec respect. Je montai au 12e étage au cabinet de maître Broglio Méné. Broglio n'était pas un avocat ordinaire. C'était ce qu'on appelle dans le bas monde des affaires un nettoyeur, un génie du droit qui travaillait dans les zones grises, où la morale est flexible mais où la loi est appliquée à la lettre. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs audits où les entreprises devaient récupérer des actifs sans scandale médiatique. Il me respectait parce que moi, je trouvais l'argent. Je le respectais parce que lui, il savait comment le récupérer. Il m'attendait avec un double expresso et une cigarette éteinte à la main. « Mireia » dit-il en se levant pour me saluer. Son regard s'arrêta une seconde sur ma joue, mais il ne posa pas de questions idiotes du genre « Qui t'a fait ça ?» Un dommage collatéral de l'enquête, répondis-je sèchement en m'asseyant et en sortant mon ordinateur. J'ai besoin que tu regardes ça, Broglio, et j'ai besoin que tu agisses vite. J'ai 1,5 million de pesos en liquide et je peux obtenir le reste en vendant mes actions technologiques avant midi. Je lui montrai le contrat, les mets, les preuves de falsification et l'avis d'expulsion. Broglio lut en silence. Son visage, tanné par 1000 batailles juridiques, resta impassible, mais je vis une lueur de surprise dans ses yeux quand il vit la somme totale. « Ta sœur a du cran ou bien elle est stupide », dit-il enfin en fermant le dossier. Ce prêteur, Solution Rapida, c'est une façade des frères Vega. Ce sont des usuriers. Ils ne vont pas négocier les délais, ils veulent la maison. Elle vaut 7 fois plus que la dette. C'est un bon business. Ils prêtent à des désespérés avec de grosses garanties, ils attendent le non-paiement et récupèrent le bien. Je sais, dis-je. C'est pour ça que je ne veux pas de délai. Je veux racheter la dette. Broglio leva un sourcil. Racheter la dette ? Je veux me substituer aux créanciers. On leur paie le capital plus les intérêts de retard aujourd'hui même, par virement immédiat. En échange, ils me cèdent les droits de recouvrement et la garantie hypothécaire. Le Mireia, ça va te coûter tout ce que tu as.
Si je ne le fais pas, mes parents perdent la maison lundi. Et si je le fais? Je marquai une pause, un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Si je le fais, je deviens la propriétaire de la maison et la maîtresse du destin de ma sœur. Broglio sourit. Un sourire de requin qui en reconnaît un autre. Je comprends. Ce n'est pas un sauvetage, c'est une acquisition hostile. Exactement. Prépare les papiers, Broglio. Je veux que la cession de droit soit au nom de ma société anonyme Justicia Ciega SA, celle que j'utilise pour mes missions externes. Je ne veux pas que mon nom apparaisse avant le moment final. Considère que c'est fait. Je vais appeler les Vega. Ils adorent l'argent. Rapide. Ils accepteront. Mais, Mireia, tu es sûre de vouloir faire ça à ta famille? Une fois que tu appuies sur la gâchette, il n'y a plus de retour. Je touchai ma blessure au visage. Elle faisait encore mal. C'est eux qui ont appuyé sur la gâchette hier soir, Broglio. Moi, je vais juste renvoyer la balle. Broglio se mit en marche avec une efficacité terrifiante. Pendant qu'il aboyait des ordres au téléphone à ses associés et négociait avec les usuriers, qui, comme prévu, étaient ravis de recevoir 2 millions de pesos en liquide un samedi matin au lieu d'attendre une procédure d'expulsion risquée, je m'occupais de la logistique financière. Je me connectais à ma banque en ligne. Mes doigts volaient sur le clavier, mais mon cœur était lourd. J'étais en train de liquider ma vie. Ce fonds d'investissement, c'était pour ma retraite anticipée. Ces actions, c'était pour m'acheter une maison à la plage un jour, loin de tout ce drama. Voir les soldes descendre à zéro me faisait mal physiquement. 5 cents 000. 1000 000. 1800 000. Je transférais tout sur le compte de fidéicommis du cabinet de Broglio. Je gardais à peine 5000 pesos sur mon compte courant. J'étais techniquement ruiné, mais j'avais un actif, où j'étais sur le point de l'avoir. À 11 heures du matin, Broglio raccrocha. C'est fait. Mes collaborateurs portent le chèque de banque certifié au bureau des Vega. Dans 1 heure, nous aurons les documents de cession signés et certifiés par notaire. Un notaire de garde nous doit un service. Merci, Broglio. Ne me remercie pas encore. Maintenant, tu es propriétaire d'une hypothèque impayable avec comme garantie la maison où vivent tes parents. Quel est le plan pour ce soir? Tu vas arriver avec les papiers et crier aux surprises. En gros, oui, mais j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin de légitimité. Si c'est moi qui le dis, ils diront que je mens, que je suis folle. Si c'est un avocat pénaliste en costume à 20 000 pesos avec 2 gardes, ils me croiront. J'aime le théâtre, admit Broglio en allumant enfin sa cigarette. Je serai là à 21 heures avec les documents originaux et une copie de la plainte pénale rédigée mais non déposée. Parfait. La plainte pour fraude, falsification de documents et vol d'identité. Je veux que Fabiola voie que la prison est une possibilité réelle. Mireia, dit Broglio en me regardant sérieusement. Je dois te prévenir. Légalement, tu as le contrôle, mais émotionnellement, ça va détruire tes parents. Savoir que leur fille préférée les a volés et que leur fille ignorée est maintenant leur propriétaire. Le choc peut être dangereux pour la santé de ton père. J'y ai pensé, dis-je en regardant par la fenêtre l'horizon de la ville. Mais l'alternative, c'est que lundi des types les jettent dans la rue. Je préfère qu'ils me haïssent dans une maison sur plutôt qu'ils m'aiment sous un pont. Tu es dure, femme. J'ai appris des meilleurs. Je sortis du cabinet avec une copie préliminaire des documents dans mon porte-documents. Je me sentais légère et lourde à la fois. J'avais le pouvoir. Pour la première fois en 42 ans, c'était moi qui tenais la poêle par le manche. Je conduisis jusqu'au restaurant du jardin de mes parents. Je devais superviser les préparatifs. Je voulais que tout soit parfait. La nourriture, la musique, la décoration. Je voulais que Fabiola se sente au sommet du monde avant de la pousser dans le vide. Le restaurant, El Rincón Colonial, était un commerce que mes parents avaient géré correctement pendant des années, mais qui ces derniers temps couvrait à peine ses coûts à cause de la mauvaise gestion de Fabiola, qui était soi-disant la gérante, mais ne venait que pour encaisser et manger gratuitement. En arrivant, je vis les serveurs installer les tables. Le chef de salle, Don Manuel, un homme qui me connaissait depuis que j'étais enfant, s'approcha, inquiet, en voyant mon visage. La señorita Mireia, qu'est-ce qui vous est arrivé, demanda-t-il, horrifié par la coupure. Un accident domestique, Don Manuel.
Rien de grave. Comment ça avance? Bien, bien. Mais votre sœur a appelé tout à l'heure. Elle a exigé qu'on change le menu. Elle veut de la langouste thermidor à la place du filet que vous avez commandé, et du champagne français, pas le mousseux national. Elle a dit que vous payiez. Je souris. Bien sûr qu'elle l'a dit. Donnez-lui ce qu'elle veut, don Manuel. De la langouste, du champagne, du caviar si elle veut. Qu'il ne manque rien. Mais señorita, ça va coûter très cher. Ne vous inquiétez pas pour l'argent aujourd'hui. Je lui posai la main sur l'épaule. Aujourd'hui, c'est une célébration très spéciale. C'est la fin d'une époque. Don Manuel me regarda, perplexe, mais hocha la tête et retourna en cuisine. Je m'assis à l'une des tables du jardin, à l'ombre d'un grand jacaranda. Je sortis mon téléphone. J'avais un message d'Esteban. Bonjour Mireia. Fabiola m'a raconté pour hier. Elle a dit que c'était un accident bête avec une coupe et que vous vous êtes déjà réconciliés. Je suis content. Tu es une super sœur. On se voit ce soir. Pauvre Esteban. C'était un bon homme, un peu naïf. Il ne méritait pas ça, mais c'était un dommage collatéral nécessaire. Je lui répondis. À ce soir, Esteban. J'ai une surprise pour vous deux. Puis j'appelai Fabiola. Il était temps de mettre l'appât dans le piège. Le téléphone sonna 3 fois avant que Fabiola ne réponde. On entendait du bruit de fond, des sèche-cheveux, de la musique pop. Elle était au salon de beauté, en train de se préparer pour sa grande soirée. Oui, répondit-elle avec ce ton d'impatience qu'elle réservait spécialement pour moi. Tout est prêt? J'espère que tu n'as pas été radine sur les fleurs, Mireia. J'ai dit à mes amis que ce serait spectaculaire. Je respirai profondément, en jouant toute la soumission que j'avais simulée pendant des années. Oui, Fabiola, tout est prêt. Don Manuel prépare la langouste thermidor comme tu as demandé. Et j'ai obtenu les orchidées. Parfait. Son ton changea instantanément pour devenir celui d'une approbation condescendante. Je savais que tu pouvais le faire si tu faisais un effort. Tu vois, petite sœur? Ce n'est pas si difficile d'être utile. Tu as raison, dis-je en me mordant la langue pour ne pas crier. Fabiola, je t'appelais pour autre chose. Je voulais encore m'excuser pour hier. Je me suis senti très mal toute la nuit. Oh, oublie. C'est passé. Même si j'espère que tu vas bien maquiller cette cicatrice. Je ne veux pas que tu fasses peur aux invités. Esteban a invité des associés importants. Je le ferai. Mais écoute, j'ai fait quelques mouvements bancaires ce matin. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Le bruit des sèche-cheveux sembla disparaître. Je pouvais presque entendre la cupidité tendre l'oreille. Quel genre de mouvement, demanda-t-elle, sa voix baissant d'un ton. J'ai vendu quelques actions. J'ai pensé à ce que tu as dit hier sur la famille, sur le fait de se soutenir. Tu as raison. Je veux que ton mariage soit parfait. Alors ce soir, au dîner, je vais te faire un cadeau. Un cadeau financier pour le dépôt de l'hôtel. Enfin, pour que tu commences ton mariage sans dette. J'entendis un petit cri étouffé. Vraiment? Oh, Mireia, je savais que tu avais du cœur, cria-t-elle, euphorique. Oh, je t'adore, tu es la meilleure sœur du monde. On parle de combien? C'est une surprise, mais disons que ça couvre tout et plus encore. Mon Dieu, je dois raccrocher, je dois le dire à maman. Mireia, merci. Je te promets que je te rendrai chaque centime quand le business d'Esteban décollera. Je sais, Fabiola. Je sais que tu paieras. On se voit à 20h. Je raccrochai. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais d'un mélange étrange de dégoût et d'anticipation. Elle avait mordu à l'hameçon. Elle avait avalé l'appât, le plomb et la ligne. Sa cupidité était son angle mort. Elle était tellement obsédée par l'argent facile qu'elle ne s'est même pas demandé pourquoi sa sœur, qu'elle avait agressée physiquement moins de 24 heures plus tôt, lui offrirait soudain une fortune. Son narcissisme lui disait qu'elle le méritait, que c'était normal, que le monde, et moi incluse, existions pour la servir. Je passai le reste de l'après-midi à me préparer. Je rentrai chez moi et choisis ma tenue avec une précision tactique. Normalement, pour les événements de famille, je m'habillais pour me fondre dans le décor, beige, gris,
coupe large. Pas aujourd'hui. Je sortis une robe que j'avais achetée 1 an plus tôt sur un coup de tête et que je n'avais jamais portée. Noire, coupe droite, élégante et sévère, mais qui mettait ma silhouette en valeur. Je mis des talons hauts qui me rendaient plus grande, plus imposante. Je m'assis devant le miroir pour me maquiller. Je mis du fond de teint, du mascara, de l'eyeliner. Je me peignis les lèvres en rouge intense, presque de la même couleur que le sang qui avait taché la nappe. Puis j'arrivai à la joue. J'avais des correcteurs professionnels. J'aurais pu couvrir la coupure, cacher le gonflement. J'aurais pu faire comme si rien ne s'était passé, comme Fabiola le voulait. Mais je laissai le correcteur sur la table. Je nettoyai la blessure avec soin et la laissai visible. La coupure de 3 cm, rouge et en colère, traversait ma pommette gauche. C'était laid, brutal. Ça contrastait violemment avec l'élégance de la robe et du reste de mon maquillage. C'était ma médaille de guerre. C'était la preuve du crime que j'allais exposer. Quand j'eus fini, je me regardai dans le miroir. La femme qui me regardait n'était plus la Mireia que je connaissais. Elle avait un regard dur, froid, sans cette envie pathétique d'approbation. Que le spectacle commence, dis-je à la pièce vide. Je pris le porte-document en cuir où se trouvaient les originaux de la session de droit et la copie de la plainte pénale. Il pesait lourd, lourd comme la justice. Je conduisis jusqu'à la maison de mes parents à 19h30. Le soleil se couchait, colorant le ciel de la ville de Mexico de tons orange sale et violet. En arrivant, je vis déjà des voitures garées. Le voiturier prit mes clés. J'entrai dans le jardin. C'était spectaculaire. Des centaines de bougies illuminaient les tables. L'odeur de jasmin et de langoustes grillées se mélangeait dans l'air. Une musique de jazz douce jouait en fond. Mes parents étaient à l'entrée, recevant les invités. Maman portait sa plus belle robe en soie bleue. Papa, son costume du dimanche. Ils avaient l'air heureux, fiers, soulagés que le problème ait été réglé avec de l'argent. Quand ils me virent approcher, le sourire de ma mère vacilla en voyant mon visage. « Mireia » murmura-t-elle en s'approchant vite. « Je t'avais dit de cacher ça. Ça fait agressif. »« C'est ce que c'est, maman, dis-je à voix haute, sans me soucier que tante Inès soit juste à côté à écouter. C'est une coupure de verre, ça ne disparaît pas en un jour. » Papa me regarda avec un air d'avertissement. « Comporte-toi bien, ne gâche pas la soirée de ta sœur. Tu as ce que tu as promis ?» Je tapotai mon porte-document en cuir. « J'ai exactement ce que j'ai promis, papa. Pas un peso de moins. » Il sourit, soulagé. « Bonne fille. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Va saluer Esteban. Il est au bar. » Je marchai vers le bar en sentant les regards des invités sur ma cicatrice. Certains murmuraient. Je gardais la tête haute. Fabiola n'était pas encore descendue. Elle préparait son entrée triomphale. Le piège était posé. Les acteurs étaient en place. Il ne manquait plus que le rideau tombe. À 20h15, Fabiola fit son apparition. Elle descendit les escaliers en pierre qui donnaient sur le jardin comme une star de cinéma sur le tapis rouge de Cannes. Elle portait une robe blanche en dentelle ironique, en pensant à la nappe qu'elle avait tachée qui coûtait plus qu'1 mois de mon salaire. Esteban l'attendait au pied des marches, la regardant avec des yeux de chiot amoureux. Les invités applaudirent. Mes parents applaudirent plus fort que tout le monde, les larmes aux yeux. « Regardez-la » s'exclama ma mère à une cousine éloignée. « C'est une princesse. J'ai toujours su qu'elle irait loin. » Je restai dans un coin, avec une coupe d'eau gazeuse à la main, à observer. Fabiola brillait. Elle était dans son élément, au centre de l'attention, se nourrissant de l'adoration comme un vampire se nourrit de sang. Elle riait fort, la tête renversée, montrant son long cou élégant. Elle s'approcha de moi, tirant Esteban par le bras. « Petite sœur » cria-t-elle pour que tout le monde l'entende. Elle m'enlaça avec force. Un câlin faux et parfumé. Elle me murmura à l'oreille. « Tu as amené le chèque ?»« Il est dans le porte-document » murmurai-je en retour. Elle s'écarta en souriant, radieuse. « Esteban, regarde comme Mireia est jolie ce soir. » Même si bon, cette égratignure sur son visage, la pauvre. Elle a eu un accident très bête hier dans la cuisine. Tu sais comment elle est, toujours en train de trébucher. Esteban me regarda avec une vraie inquiétude.
Ça a l'air douloureux, Mireia. Tu as vu un médecin? Oui, Esteban. C'était une coupure très profonde. Mais ça guérira. Le plus important, c'est que la vérité sorte, non? Parfois, les blessures sont nécessaires pour voir les choses clairement. Fabiola lâcha un petit rire nerveux, sans comprendre mon commentaire, et entraîna Esteban vers un autre groupe d'invités. Le dîner commença. Langoustes, vin cher, desserts élaborés. Je ne mangeais rien. Mon estomac était fermé, dur comme une pierre. Je regardais mes parents manger et rire, sans savoir que la chaise sur laquelle ils étaient assis, la table, le jardin, tout ça ne leur appartenait plus. Ça appartenait à la femme silencieuse avec une cicatrice sur le visage, assise au bout de la table. Au milieu du dîner, Fabiola se leva et tapa sa coupe avec une fourchette pour demander le silence. « Ma famille, amis, dit-elle, sa voix résonnant dans le jardin. Merci d'être ici. Esteban et moi sommes très excités. Ce mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est l'union de deux familles réussies. Je veux remercier mes parents, Rogelio et Lourdes, pour m'avoir tout donné, pour m'avoir toujours soutenu sans condition. » Mes parents se levèrent et l'enlacèrent. Il y eut des applaudissements. « Et je veux aussi continuer, » dit Fabiola en me regardant avec un sourire de prédatrice. « Je veux remercier ma petite sœur Mireia. Parfois, on se dispute comme toutes les sœurs, mais au fond, elle sait reconnaître qui est la vraie leader de cette famille. Aujourd'hui, Mireia a préparé une surprise très généreuse pour nous, un cadeau qui montre sa loyauté. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Ils s'attendaient à un énorme chèque. Ils s'attendaient à voir la sœur soumise remettre son tribut à la reine. Je regardais ma montre. 21h pile. À l'entrée du jardin, les lampadaires illuminèrent une silhouette grande et sombre. Maître Broglio venait d'arriver. Derrière lui, deux hommes en costume sombré, plus discrètement au fond, deux policiers en uniforme. Je me levai lentement. Je pris mon porte-document. Le bruit des conversations s'éteignit peu à peu en voyant les nouveaux arrivants. « Oui, Fabiola, dis-je, ma voix claire et ferme, projetée sans avoir besoin de crier. J'ai un cadeau. Un cadeau qui remet tout à sa place. » Je marchai vers le centre, là où se tenait Fabiola. Elle regarda Broglio, puis moi, et son sourire commença à vaciller. « C'est qui, eux ?» Mireia, demanda-t-elle en baissant la voix. « Tu as fait venir des stripteaseurs ou quoi ?»« Non, sœur. Voici maître Broglio Méné, et il apporte la documentation de ton cadeau. » Je fis un signe à Broglio. Il avança avec ce calme menaçant des avocats qui savent qu'ils vont gagner. Il ouvrit sa mallette et en sortit un petit projecteur portable qu'un de ses assistants connecta rapidement à une batterie et orienta vers le mur blanc de la maison. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» demanda mon père en se levant, alarmé. « Mireia, ce n'est pas drôle. »« Là, assieds-toi, papa, ordonnai-je. » C'était la première fois que je donnais un ordre à mon père. Le ton fut si glacé qu'il obéit par pur réflexe. L'image apparut sur le mur. Claire et brutale. Le contrat d'hypothèque, avec les signatures surlignées en rouge, et, à côté, l'avis d'expulsion avec un gros tampon, urgent. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Esteban en plissant les yeux. « Ceci, Esteban, dis-je en regardant Fabiola dans les yeux, en voyant la couleur disparaître de son visage sous le maquillage, c'est la raison pour laquelle ma sœur avait besoin de 500 000 pesos hier. Ce n'était pas pour les orchidées, ni pour l'hôtel. » Je fis un pas vers elle. Elle recula, heurtant la table. C'était pour payer les intérêts d'une dette de 2 millions de pesos qu'elle a contractée en falsifiant les signatures de nos parents et en hypothéquant cette maison. La maison où nous sommes en ce moment. Le silence qui suivit fut total. Même les grillons se turent. Quoi ? La voix de ma mère n'était plus qu'un fil cassé. Non, ce n'est pas vrai. La maison est à nous. Plus maintenant, maman, dis-je doucement. Selon ce document, la maison devait être saisie lundi. Fabiola a joué le patrimoine de la famille dans des casinos en ligne. Fabiola ouvrit la bouche pour nier, pour crier, pour mentir. Mais Broglio posa un autre document sur la table, juste devant son assiette de langoustes à moitié mangée. « Et ceci, » dit l'avocat d'une voix grave, est le document qui certifie que la dette a été rachetée aujourd'hui même. Le nouveau créancier et propriétaire effectif des droits sur cette propriété est mademoiselle Mireia. Je souris. Un sourire qui n'arriva pas à mes yeux.
Surprise, sœur. Le silence dans le jardin était dense et étouffant, seulement brisé par le bourdonnement du ventilateur du projecteur. L'image sur le mur blanc de la maison, cette même maison qui avait été la fierté de mes parents pendant 40 ans, brillait comme une sentence de mort. Avis urgent d'expulsion. Ma sœur Fabiola était figée. Sa main, qui tenait il y a un instant une coupe de champagne, tremblait tellement qu'elle renversa le liquide doré sur la nappe. Mais cette fois, ma mère se ficha de la nappe. « Qu'est-ce que c'est, Mireia ?» demanda Esteban, brisant le silence. Sa voix n'était pas en colère, mais pleine d'une confusion sincère, celle d'un homme qui essaie de faire rentrer des pièces de puzzle qui ne collent pas. « Ça veut dire quoi fiducie de garantie ? Ça veut dire quoi d'aide de jeu ?» Fabiola réagit la première. L'instinct de survie d'une menteuse professionnelle est plus rapide que la pensée rationnelle. « C'est faux !» cria-t-elle, lâchant un rire aigu et nerveux qui sonna comme du verre brisé. « S'il te plaît, Esteban. Tu ne vois pas que c'est du Photoshop ? Mireia a toujours été douée avec les ordinateurs. Elle est jalouse. Elle ne supporte pas que je me marie avec toi, et elle invente cette folie pour gâcher notre nuit. » Elle se tourna vers nos parents, cherchant ses complices habituels. « Maman, dis-lui, dis à Esteban que la maison est à vous. Dis-lui que Mireia est folle. » Ma mère, lourde, clignait très vite des yeux, regardant tantôt la projection, tantôt moi, tantôt Fabiola. Son esprit refusait d'accepter les informations. Pour elle, Fabiola était la petite fille qui gagnait les concours de beauté, pas la femme qui falsifiait des signatures. « Mireia, ma fille », commença mon père d'une voix tremblante mais autoritaire. L'éteins ça tout de suite. C'est une blague de très mauvais goût. Tu es allé trop loin. Je t'ordonne de t'excuser. Je fis un pas vers l'avant. Le bruit de mes talons résonna sur la pierre du patio. Ce n'est pas du Photoshop, Esteban, dis-je, ignorant mon père et parlant au seul innocent présent. Et ce n'est pas une blague. Je fis un signe à Brolio. L'avocat, avec des gestes précis, sortit une grosse chemise bleue de sa mallette. Il alla la remettre dans les mains d'Esteban. « Monsieur Esteban, » dit Brolio de sa voix de baryton. « Et ici vous avez des copies certifiées par notaire. Vous pouvez voir le contrat de prêt avec la société Solution Rapida, daté d'il y a 2 ans. Vous pouvez voir les billets à ordre échués, surtout, vous pouvez voir les relevés bancaires de mademoiselle Fabiola, reliés au compte où le prêt a été déposé. » Esteban ouvrit la chemise. Fabiola essaya de la lui arracher, mais il se détourna brusquement, protégeant les documents avec son corps. « Ne me touche pas », lui lança Esteban. C'était la première fois qu'il lui parlait sur ce ton. Il commença à lire. Il tournait les pages rapidement, ses yeux parcourant les chiffres, les dates, les lignes. « Le dépôt, 2 millions de pesos », murmura Esteban à haute voix. « Le virement à Casino Royal Online, 50 000 pesos. Virement à Bet 365, 100 000 pesos. Retrait en espèces à Las Vegas, 200 000 pesos. » Chaque somme était un clou dans son cercueil. « Esteban, mon amour, laisse-moi t'expliquer », hurla Fabiola, les larmes commençant à couler sur son maquillage parfait. « Ce sont des investissements à haut risque. Je voulais multiplier l'argent pour notre futur. »« Des investissements en roulette russe virtuelle ?» demanda Esteban en levant une feuille et en la montrant à son visage. « Poker Star, ce sont tes placements immobiliers ?» Fabiola resta un instant sans voix, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Mon père s'approcha de la table, s'y appuyant comme si soudain ses années lui pesaient. « La maison », murmura Rogelio en regardant le document projeté. « Mireia, est-ce que c'est vrai pour la maison ?»« Oui, papa », répondis-je sans adoucir le coup. « Fabiola a utilisé les titres de propriété que vous gardiez dans le coffre, elle a falsifié vos signatures. L'expert en écriture a déjà confirmé que la signature de maman a des traits douteux et que la tienne n'a pas ta pression habituelle. » Ma mère poussa un gémissement et mit les mains sur sa bouche. « Mais pourquoi ?» sanglota maman. « On lui donne tout. Elle n'a jamais manqué de rien. »« Parce que vous ne lui avez jamais appris à travailler, maman, dis-je froidement. Vous lui avez appris à demander, et quand vous n'aviez plus de liquide, elle a pris la seule chose de valeur qui restait, votre toit. » Brolio intervint à nouveau, en montrant la dernière page du document dans les mains d'Esteban. Lundi, à 9 h du matin, l'huissier du tribunal devait venir avec la force publique pour vous expulser. Vos meubles devaient finir sur le trottoir.
Solution Rapida ne négocie pas. Il garde les biens. Un murmure d'horreur parcourut les invités. Tante Inès se signa. Les amis d'Esteban chuchotaient entre eux, regardant Fabiola avec un mélange de dégoût et de curiosité morbide. Mais mon père me regardait avec les yeux injectés de sang. Mais tu as dit que tu avais racheté la dette. C'est exact. Je hochai la tête. J'ai vidé mes comptes de retraite, j'ai vendu mes actions. J'ai payé 2 millions de pesos en liquide ce matin aux usuriers pour arrêter l'expulsion. Fabiola, voyant une petite lumière d'espoir, s'essuya les larmes et adopta une posture plus fière, essayant de reprendre le contrôle. « Tu vois » s'exclama-t-elle en me montrant du doigt. « Vous voyez ? Mireia a déjà payé. Le problème est résolu. Oui, j'ai fait une erreur, une mauvaise phase financière, mais ma sœur l'a arrangé. C'est de l'argent entre familles. Il n'y a pas besoin de tout ce drame, Esteban. On peut continuer avec le mariage. » L'audace de cette femme dépassait tout. Elle croyait vraiment que mon sacrifice était son droit, que je n'étais qu'un filet de sécurité pour rattraper ses chutes. Je me mis à rire. Un rire sec, sans joie, qui glaça le sang de l'assemblée. « Tu te trompes, Fabiola, dis-je en m'approchant d'elle, jusqu'à entrer dans son espace personnel. Je pouvais sentir son parfum cher mélangé à l'odeur de sueur de la peur. Je n'ai pas payé ta dette pour te sauver. J'ai acheté ta dette. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, balbutia-t-elle. Ça veut dire que tu ne dois plus d'argent à Solution Rapida. Maintenant, tu me dois 2 millions de pesos, à moi. Plus les intérêts. Et la garantie de cette dette, je montrai la maison d'un geste large, c'est cette propriété. Je me tournai vers mes parents. Techniquement, papa, maman, depuis midi aujourd'hui, cette maison appartient à mon entreprise, et j'ai le pouvoir légal de faire exécuter l'expulsion si je le décide. Le visage de mon père devint aussi pâle que la cendre. « Tu vas nous mettre dehors » demanda ma mère avec une voix de petite fille. « Tes propres parents ? » « Ce n'est pas la bonne question, maman, répondis-je. La bonne question, c'est, pourquoi avez-vous défendu la fille qui vous a volé la maison et attaqué la fille qui l'a sauvée ? Personne ne répondit. La vérité était trop lourde à porter. Fabiola regardait autour d'elle, voyant son monde s'écrouler. Ses amis VIP évitaient son regard. Ses parents étaient en état de choc. Et Esteban. Esteban referma la chemise avec un claquement sec. Il posa le dossier sur la table, juste devant le gâteau de mariage à 3 étages que Fabiola avait insisté pour commander. Un gâteau blanc décoré de perles de sucre et d'orchidées en pâte, une douceur mensongère, vide, comme elle. Il enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Quand il releva la tête, ses yeux n'avaient plus le brillant d'admiration qu'ils avaient toujours eu en regardant ma sœur. Ils étaient froids, morts. Esteban, mon amour, commença Fabiola en s'approchant de lui, essayant de prendre son bras. S'il te plaît, écoute-moi. Tout ça a une explication. Mireia manipule les données. Elle est auditrice, elle sait faire mentir les chiffres. Je voulais juste. Esteban recula d'un pas, comme si le contact avec elle lui donnait de l'urticaire. Manipuler les données ? Sa voix était calme, mais chargée d'une colère contenue qui faisait plus peur que des cris. Fabiola, ici, il y a les virements avec ton nom. Ici, il y a les mets depuis ton compte personnel. Mais tu sais ce qui est le pire ? Il s'arrêta, regardant les invités qui observaient la scène comme une telenovela en direct. Le pire, ce n'est pas l'argent, dit Esteban. J'ai de l'argent. Si tu m'avais dit que tu avais un problème de jeu, je t'aurais payé une thérapie. Si tu m'avais dit que ta famille était en difficulté, j'aurais aidé. Mais tu m'as menti. C'était un mensonge pour protéger. Non, la coupa t'il. Tu m'as menti sur qui tu es. Tu m'as dit que tu étais associé dans le business de tes parents. Mensonge. Tu m'as dit que tu faisais du bénévolat dans des fondations caritatives. Mensonge, tu jouais au poker en ligne. Tu m'as dit que ta sœur était une femme cruelle et difficile qui t'enviait. Esteban se tourna vers moi, regarda mes yeux, puis la cicatrice rouge et laide qui traversait ma joue. Tu m'as dit que cette coupure était un accident dans la cuisine, continua Esteban, sa voix se cassant un peu. Mais en voyant tout ça, en voyant de quoi tu es capable, ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ? Fabiola se tut.
Son silence fut la confirmation. C'est toi qui lui as fait ça, dit Esteban, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Tu as ouvert le visage de ta propre sœur, et ensuite tu l'as obligée à te payer une fête. Là elle m'a provoqué, hurla Fabiola, perdant enfin tout contrôle. Là elle m'a dit non. Personne ne me dit non. C'était la fin. Cette phrase, lancée avec autant d'arrogance et de venin, détruisit la dernière parcelle de sympathie que quelqu'un pouvait encore avoir pour elle dans ce jardin. Esteban commença à jouer avec son annulaire. Il retira sa bague de fiançailles, un simple anneau en or blanc qu'il portait pour aller avec le diamant de Fabiola. Personne ne me dit non, répéta Esteban, mais avec tristesse. Eh bien, Fabiola, moi je te dis non. Je ne vais pas me marier avec toi. Je ne vais pas lier ma vie à une criminelle, et encore moins laisser mes enfants de mon premier mariage sous ton influence. Il lança la bague. Le petit anneau de métal frappa la poitrine de Fabiola et tomba sur la pierre avec un tintement aigu. C'est fini. Esteban se tourna vers ses parents et ses amis, assis à une table voisine, figés. On s'en va. Je suis désolé pour le spectacle. Non, tu ne peux pas me laisser, cria Fabiola en se jetant sur lui, agrippant sa veste. Ses ongles parfaits et longs se plantèrent dans le tissu cher. On a déjà envoyé les invitations. Le Four Seasons. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Esteban, ne me fais pas ça. C'était pathétique. Elle ne pleurait pas pour l'homme, elle pleurait pour le mariage, le statut, le qu'en dira-t-on. Esteban se dégagea d'un geste brusque, la faisant chanceler. « Me tu fais pitié, Fabiola, dit-il, puis il commença à marcher vers la sortie. Fabiola resta là, haletante, regardant son futur doré s'éloigner vers le parking. L'humiliation était totale. Je pouvais sentir les regards des cousins, des oncles, des voisins curieux, tous en train de la juger, tous voyant la reine nue et laide. Puis son regard tomba sur moi. J'étais debout à côté de Broglio, immobile, observant la destruction que j'avais orchestrée. Je ne ressentais pas de joie, juste un vide froid et nécessaire. Les yeux de Fabiola se remplirent d'une folie rouge. « Toi, hurla-t-elle, un son guttural qui ne semblait pas humain. « Vipère. Tu as tout planifié. Tu m'as tout pris. » Avant que quelqu'un ne puisse réagir, Fabiola attrapa un couteau à viande sur la table la plus proche. Le reflet du métal sous la lumière des bougies était terrifiant. « Je vais te tuer, hurla-t-elle en se jetant sur moi. Ma mère cria. Mon père resta paralysé. Moi, je ne bougeais pas. Je n'en eus pas besoin. 2 pas avant qu'elle ne m'atteigne, un des gardes du corps de Broglio la bloqua. D'un mouvement professionnel et rapide, il lui tordit le bras dans le dos, l'obligea à lâcher le couteau et la poussa contre la table du gâteau. Le gâteau à 3 étages vacilla et s'écrasa par terre dans un bruit humide et triste, éclaboussant de crème la robe blanche de Fabiola et les chaussures vernies de l'avocat. « Lâchez-moi. Lâchez-moi, hurlait-elle en se débattant, le visage écrasé dans les restes de son gâteau de mariage jamais célébré. « Assez, dit Broglio en faisant signe aux policiers qui attendaient, tapis dans l'ombre. « Messieurs, faites votre travail. » Les 2 policiers s'approchèrent, mirent les menottes à Fabiola, les mains dans le dos. Le clic des menottes fut le son le plus satisfaisant que j'avais entendu depuis des années. « Madame Fabiola, vous êtes arrêtée pour fraude, falsification de documents, vol d'identité et tentative d'agression avec arme blanche, récita l'un des officiers. Vous avez le droit de garder le silence. Maman. Papa. Faites quelque chose, hurlait Fabiola pendant qu'il la forçait à marcher. Elle avait de la crème dans les cheveux et le mascara étalé sur tout le visage. Elle ressemblait à un clown démoniaque. Ne laissez pas qu'ils emportent votre petite fille. Mireia, c'est la méchante. C'est elle qui m'a forcé. Mes parents se tenaient enlacés, tremblants. Mon père Rogelio, le patriarche qui avait toujours tout résolu avec des cris ou de l'argent, regardait la scène, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Ma mère pleurait en silence, le visage caché dans ses mains. Personne ne bougea pour arrêter la police. Les preuves étaient trop écrasantes. Le couteau dans la main de Fabiola avait brisé le dernier voile de déni qu'ils avaient devant les yeux. Je regardais ma sœur se faire traîner hors du jardin, entre les tables des invités horrifiés. Elle me lança un dernier regard rempli de haine pure quand ils la mirent dans la voiture de police. Les gyrophares rouges et bleus tournaient, illuminant les bougainvilliers de la maison qu'elle avait presque fait perdre. La musique s'était arrêtée depuis longtemps.
Les invités commencèrent à partir en vitesse, en murmurant des excuses, fuyant le désastre comme des rats d'un bateau qui coule. En 10 minutes, le jardin fut vide. Il ne restait que les bougies en train de finir, le gâteau écrasé par terre, l'odeur de langouste froide, et 3 personnes, mes parents et moi. Broglio s'approcha de moi, essuya une tache de meringue sur sa manche et hocha la tête. Mon travail est terminé pour aujourd'hui, Mireia. Demain, je t'enverrai le rapport de police. Tu iras bien seul? Je regardais mes parents, qui semblaient avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Oui, Broglio. Merci. L'avocat et ses hommes partirent, me laissant seul avec les ruines de ma famille. Le silence après la tempête était pire que le chaos. Je m'assis sur une chaise, croisai les jambes et me servis un verre de vin. Cette fois, personne ne me le jeta au visage. Ma mère s'effondra sur une chaise proche, sanglotant sans répit. Mon père restait debout, regardant l'endroit où ils avaient emmené Fabiola, comme s'il attendait qu'elle revienne en courant en disant que tout ça n'était qu'un rêve. Pourquoi? Demanda enfin mon père, sans me regarder. Sa voix était rauque, brisée. Mireia, pourquoi tu as dû faire ça comme ça? Devant tout le monde. Devant Esteban. Tu aurais pu venir nous voir en privé. Tu aurais pu payer la dette et on aurait réglé ça en famille. Je reposai le verre sur la table avec force. Le bruit les fit sursauter tous les deux. En famille, répétai-je, sentant la bile remonter. Comme quand, en famille, vous avez décidé que mon diplôme ne comptait pas? Comme quand, en famille, vous avez décidé que je devais prêter ma voiture pour qu'elle l'abîme? Comme hier, quand, en famille, vous avez décidé que je devais me maquiller et me taire après qu'elle m'ait ouvert le visage? Je me levai et touchai ma cicatrice. Regardez-moi, criai-je. Pour la première fois de ma vie, je criai de toutes mes forces. Regardez mon visage. Votre petite fille dorée m'a attaqué avec un verre, et votre seule préoccupation, ça a été la nappe. Ma mère leva les yeux, rouge et gonflée. C'était un accident, ma fille. Elle était nerveuse. Ce n'était pas un accident, maman. Je frappai la table. C'était de la violence. Et vous êtes complice. Pendant 40 ans, vous lui avez appris quel est le soleil et que moi je suis l'ombre. Vous lui avez appris que ses actes n'ont aucune conséquence parce que Mireia arrive toujours pour nettoyer ses dégâts. Je fis le tour de la table comme une procureure qui encercle les témoins. Vous dites que j'aurais pu régler ça en privé. Vous savez ce qui se serait passé? Si j'avais payé la dette en silence, Fabiola aurait pleuré 2 minutes, m'aurait fait un câlin faux, et dans 6 mois elle aurait hypothéqué la maison à nouveau. Ou vendu la voiture de papa. Ou falsifié ma signature pour m'ouvrir un autre crédit, parce que vous ne l'arrêtez jamais. Elle est malade, murmura mon père. La dépendance au jeu est une maladie. Oui, c'est une maladie. Et je viens juste de lui donner le médicament. La prison est une excellente clinique de désintoxication. Mon père se laissa tomber sur une chaise, les mains couvrant son visage. Tu nous as humiliés, Mireia. Tu as détruit notre nom. Tout le monde sait maintenant que notre fille est une criminelle et qu'on est ruiné. Comment on va sortir dans la rue? C'est ça qui vous inquiète, dis-je en riant, incrédule. Le nom. Papa, vous avez failli perdre le toit où vous dormez. Si je n'étais pas intervenu aujourd'hui, lundi vous auriez dormi dans un refuge. Tu sais combien coûte une maison de retraite correcte? Bien plus que ce que vous avez. Je sortis une grande enveloppe manie de mon sac et la posai sur la table devant eux. Mais qu'est-ce que c'est? Demanda maman, trop apeurée pour la toucher. C'est votre futur, dis-je. Lisez. Mon père ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il en sortit un contrat. Un contrat d'usufruit viager et de bail conditionné, lut-il en plissant les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis la propriétaire de la maison, expliquai-je calmement. Mais, malgré tout, je suis votre fille, et je ne suis pas un monstre comme vous le pensez. Je vous permets de vivre ici jusqu'au jour de votre mort. Vous ne paierez pas de loyer. Je paierai les impôts et les grosses réparations. Les Dieu merci, soupira ma mère, soulagée. Mais il y a des conditions, la coupai-je, brisant son soulagement net. Lisez la clause 5. Mon père ajusta ses lunettes et lut à voix haute. Les usufruitiers, Rogelio et Lourdes, ont formellement interdiction de permettre l'accès,
la nuit ou la résidence dans le bien à la citoyenne Fabiola un nom de famille, sous aucune circonstance. De même, il leur est interdit d'utiliser leur fonds de pension pour le financement, l'entretien ou le paiement de caution pour ladite personne. Tout manquement à cette clause entraînera la révocation immédiate de l'usufruit et l'expulsion des occupants dans un délai de 30 jours. Mes parents me regardèrent horrifiés. « Tu es en train de nous interdire de voir ta sœur ?» demanda ma mère, indignée. « C'est ton sang. Si elle sort de prison, elle n'aura nulle part où aller. » Exactement. Elle n'aura nulle part où aller, et elle devra travailler. Elle devra apprendre à survivre comme moi je l'ai fait quand je suis parti de cette maison à 22 ans, sans que personne ne me donne un seul peso. Je me penchai sur la table, les regardant droit dans les yeux. « Si vous la laissez entrer dans cette maison, si vous lui donnez un seul centime de votre pension, je vends la maison. Je le jure sur la mémoire de grand-mère et sur sa nappe tachée. Je vends la maison et je vous mets dans la maison de retraite publique la moins chère que je trouve. » « Tu es cruel, sanglota maman. « Tu es devenu dur, Mireia. Je ne te reconnais plus. Je ne suis pas cruel, maman. Je suis juste. Et la justice fait mal quand on a vécu dans le mensonge aussi longtemps. Je suis devenu dur parce que le monde est dur, et que dans cette maison je n'ai pas trouvé un refuge, mais une compétition. » Ils restèrent silencieux, en digérant la nouvelle réalité. Ils regardèrent la maison autour d'eux, les murs qu'ils aimaient, le jardin où ils avaient célébré tant de fêtes. Ils savaient que je disais la vérité. Ils savaient que j'avais le pouvoir et la volonté de tenir ma menace. Mon père sortit un stylo de la poche de sa veste. Sa main tremblait, mais il signa le contrat. Puis il le passa à ma mère. Elle pleura encore un peu, regarda la porte par laquelle Fabiola était partie, et signa à son tour. Je repris le contrat et le rangeai dans mon sac. Bien. Maintenant, les choses sont claires. Je me tournai pour partir. J'étais épuisé. Mon visage pulsait. Je voulais rentrer chez moi, enlever mes talons et dormir pendant une semaine. Mireia, la voix de mon père me stoppa à la sortie du jardin. Je me retournai. Il se tenait debout, plus petit et plus fragile que jamais. Merci, dit-il. Un murmure presque inaudible. D'avoir sauvé la maison. Je le regardais. Je ne ressentis pas la chaleur que j'avais cherchée toute ma vie. Je ne sentis pas la validation de « bonne fille ». Je ressentis seulement de la pitié. De rien, papa. Bonne nuit. Je sortis du jardin, laissant derrière moi l'odeur des bougies éteintes et des rêves brisés. Je montai dans ma voiture et roulai vers la nuit, vers ma vie, une vie qui, enfin, m'appartenait entièrement. 6 mois ont passé depuis le « mariage rouge », comme tante Iné l'a baptisée, moqueuse. L'automne est arrivé à la ville de Mexico, teintant les jacarandas de tons marron et dorés. Je suis assise sur le balcon de mon appartement avec une tasse de café à la main, en train de lire un livre qui n'a rien à voir avec les chiffres ou les audits. Ma vie a changé, pas de façon explosive, mais avec la calme tectonique des plaques qui se placent après un tremblement de terre. Fabiola est en train de purger sa peine. Grâce à Broglio et à la force des preuves, elle n'a pas pu échapper à la justice. Elle a pris 3 ans. Mais comme c'est son premier délit et que le système pénitentiaire est saturé, elle a obtenu un accord de liberté conditionnelle surveillée. Mais la liberté n'a rien de doux pour elle. Maintenant, elle vit dans une petite chambre sur un toit, dans un quartier populaire de la ville. Elle travaille à nettoyer des bureaux la nuit. C'est le seul travail qu'elle a trouvé avec un casier judiciaire. La semaine dernière, on m'a dit qu'on l'avait vue prendre le métro sans maquillage, les mains abîmées par l'eau de Javel. Esteban n'est jamais revenu. Il a déménagé à Monterrey pour fuir le scandale. Il m'a envoyé une carte de remerciement et une bouteille de vin ironique il y a 1 mois. Il avait juste écrit. Merci de m'avoir ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mes parents vivent toujours dans la maison de Coyoacán. Je vais les voir tous les 2 dimanches. C'est un rituel étrange. La maison est propre, mais elle est vide. Il n'y a plus de fêtes, plus de rires trop forts, plus de drames inutiles. Mes parents me traitent avec un mélange de respect et de peur. Quand j'arrive, ma mère se dépêche de me servir du café dans la plus belle tasse, en vérifiant qu'il soit à mon goût. Mon père me demande mon avis sur la politique ou l'économie et m'écoute attentivement, en hochant la tête. Je ne suis plus la fille invisible, je suis la fille propriétaire. Ils savent que j'ai le pouvoir de leur enlever leur monde, et ça les tient tranquilles.
C'est triste, d'une certaine façon. J'aurais aimé qu'ils me respectent par amour, pas par peur de perdre leur toit. Mais j'ai appris à accepter ce qu'il y a. La peur est une forme de respect, et au moins, elle est sincère. Parfois, je vois ma mère regarder une vieille photo de Fabiola qu'elle a cachée dans un tiroir de la cuisine. Je la vois soupirer. Je sais que ma sœur lui manque, je sais qu'au fond, elle reste sa préférée. Mais elle sait aussi que si elle prend le téléphone pour l'appeler, je le saurai. J'ai accès à leur relevé téléphonique comme partie de mon audit mensuel de leurs dépenses, et elle sait que je n'hésiterai pas à appliquer la clause 5. Alors elle referme le tiroir et retourne couper des oignons. Je me lève et vais devant le miroir du couloir. La cicatrice sur ma joue a guéri. Maintenant, ce n'est plus qu'une fine ligne rose pâle qui traverse ma pommette. Je pourrais faire un traitement laser pour la faire disparaître complètement. J'ai l'argent. La technologie existe. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Chaque matin, quand je me lave le visage, je passe mes doigts sur cette petite irrégularité de ma peau. Elle ne me fait plus mal. Je la garde parce que c'est mon rappel. C'est le prix que j'ai payé pour ma liberté. C'est la marque qui me rappelle que, la famille avant tout, n'est pas une phrase complète, que l'amour ne doit pas faire mal, et que s'il fait mal, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Je la garde pour ne jamais oublier que j'ai été capable d'affronter les monstres qui vivaient sous mon propre lit, et que j'ai gagné. Je regarde la rue. Je vois une jeune femme marcher rapidement, chargée de sacs de supermarché, en parlant au téléphone avec un visage plein d'angoisse. Elle me rappelle moi, il y a 10 ans, toujours en train de courir, toujours en train d'essayer de faire plaisir, toujours en train de me sentir insuffisante. J'aimerais lui crier depuis le balcon. Pose les sacs. Tu n'as pas à tout porter. Mais je sais que chacun doit faire son propre chemin. Moi, j'ai fait le mien à travers un enfer de verres brisés et de contrats juridiques, et je suis arrivé de l'autre côté, seul, oui, avec une cicatrice, oui, mais propriétaire de ma maison, de mon argent et, surtout, de ma propre histoire. Je bois la dernière gorgée de café. Il est froid, mais il a le goût de la paix. Amis, merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais que pour beaucoup, ma décision a été dure. Certains penseront peut-être que j'ai été une mauvaise fille parce que j'ai mis des conditions à mes parents ou parce que j'ai envoyé ma sœur devant la justice. Mais je veux vous laisser une réflexion qui m'a coûté 42 ans et une cicatrice au visage à apprendre. La leçon est celle-ci, la loyauté familiale n'est pas un chèque en blanc. Souvent, dans notre culture latine, on nous apprend que la famille est sacrée, qu'il faut tout pardonner, qu'il faut se sacrifier pour le sang. Mais il y a une ligne très fine entre le soutien et la complicité. Quand on aide quelqu'un qui nous fait du mal encore et encore, on ne l'aime pas vraiment, on alimente son problème. Mes parents n'aimaient pas Fabiola, ils nourrissaient le monstre qui a failli les dévorer. Et moi, en me taisant pendant si longtemps, j'ai aussi fait partie du problème. Mettre des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est le plus grand acte d'amour pour soi. Parfois, tu dois être le « méchant » dans l'histoire de quelqu'un d'autre pour pouvoir être le héros de la tienne. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de protéger ton patrimoine, ta santé mentale et ta sécurité physique, même contre ceux qui partagent ton ADN. La paix que je ressens aujourd'hui ne vient pas d'un pardon aveugle, mais d'avoir agi avec justice et fermeté. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait de racheter la dette et de mettre des conditions à mes parents? Ou pensez-vous que la famille doit se pardonner sans condition? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je veux lire vos points de vue. Et si cette histoire vous a appris quelque chose, ou si vous avez simplement apprécié de voir la justice se faire, écrivez le mot « courageuse » dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous m'avez écouté, et peut-être que ma cicatrice servira à quelqu'un pour ne pas avoir à s'en faire une. Je suis Mireia et c'était ma vérité. À la prochaine.